c'est ce qu'on fait, mais tu l'as raconté à l'envers. Il ne faut pas hésiter à frapper à la porte de Hub pour voir si on peut aider d'une autre manière d'autres secteurs. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir ton premier client international Toi, tu as été voir une boîte US et tu l'as racheté. Ouh, ça c'est un raccourci très... Exactement. On va rester en contact peut-être pour après. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Export Talk. On est toujours évidemment avec Hub Bruxelles en partenariat. D'ailleurs, Lorenzo est là qui est un pilier évidemment du projet et de l'émission. Lorenzo, ça va? Ça va très bien. Bonsoir Thierry. Merci de nous accueillir une nouvelle fois dans les magnifiques studios de Startup Vie. Allez, yes, ils sont magnifiques. Aujourd'hui, un peu spécial. On fait une émission export et on invite plein de boîtes de l'ICC. On va parler de secteur de l'industrie créative qui se développe à l'export. Raconte. Tout à fait. On va se focaliser sur l'internationalisation des entreprises actives en industrie culturelle et créative. Nos trois invités seront Ceramic Brussels, Charbon Studio et The Green Shot. À rappeler que Hub organise une 60aine d'actions, de missions par an solo et 25 environ avec les autres acteurs belges actifs à l'international. Et dans ces actions, nous avons des actions évidemment en ICC. Yes, et ce qui est trop bien en plus dans cette émission, c'est que souvent on parle d'entrepreneurs qui sont un peu intimidants parce qu'ils ont international, mais ils sont 200, ils sont 300 dans la boîte, donc ça paraît si loin. Là, on a parfois des boîtes de 5 personnes qui ont directement pensé à l'international dès le début, ce qui est pas, on va pas se mentir, le syndrome belge, c'est de faire à Bruxelles, puis en Wallonie, peut-être en Flandre. Et là, c'est des gens qui ont pensé dès le début aller ailleurs et parfois avec des moyens limités, avec des petites équipes, et ça a marché pour eux. Donc l'idée, c'est de raconter un peu comment ils ont fait, quoi. Et on le verra, petites équipes, et souvent c'est le cas en ICC, mais ce qui est très important et qui ressortira très certainement des discussions est l'ancrage local, le réseau local, les partenariats locaux. Et pour ce faire, il faut savoir que évidemment les entreprises bruxelloises disposent d'un réseau de délégués généraux que nous avons un peu partout dans le monde, qui sont un soutien précieux, des couteaux suisses qui peuvent ouvrir beaucoup de portes à l'international. Donc faites-en usage, ils sont très nombreux, très Parce utiles. qu'évidemment, là, j'ai l'impression qu'on te vend un truc, mais ce qui est plus fou et ce qui est génial, c'est gratuit. C'est tout à fait gratuit, c'est un service public universel, accessible à tout un chacun qui a une entreprise. Incroyable. Merci Lorenzo, bonne émission. Merci. Bienvenue dans ce nouvel Export Talk. On a ici Émilie et Aurore qui sont des expertes chez Hub Brussels. Alors vous, c'est trop bien parce que vous savez un peu tout ce qui se passe. Les entrepreneurs viennent à vous, viennent près de vous, vous êtes là, il y a des programmes, il y a des missions, il y a de l'accompagnement. Et donc évidemment, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Moi, je vais lire, je vois dans mon briefing qu'on parle de Creative Hub, on parle de Cluster Play Bruxelles, on parle aussi d'ICC. Tous les mots vraiment du jargon du secteur. Est-ce que vous pouvez beaucoup mieux que moi pitcher un peu ce que vous faites chez Hub? J'y vais. J'y vais. Oui, Let's go. vas-y. Donc, je travaille pour le cluster Play Brussels, qui est un réseau, parce qu'un cluster, c'est d'abord un réseau des entreprises audiovisuelles bruxelloises au sein de l'agence Hub Brussels. Et donc, on va réunir des sociétés qui sont actives dans le cinéma, dans la télévision, le podcast, mais aussi le jeu vidéo, les contenus immersifs, les nouveaux formats et sur toute la chaîne de valeur, donc la production, la diffusion, la post-production. Et voilà, on essaye de faire vivre cette communauté et de leur apporter notre expertise, effectivement. Trop bien. Et ça concerne combien d'entreprises à Bruxelles, ça une fourchette large. Alors, si on compte tout le secteur audiovisuel à Bruxelles, on est sur environ 2400 entreprises de mémoire. Mais nous, au niveau du cluster, on a des membres et on en a une 70aine pour favoriser les échanges, les discussions et que les gens se connaissent entre eux. Donc, Yes. C'est vraiment un petit groupe de membres qui interagissent. Trop bien. Et toi? Alors moi, c'est un peu différent. Donc, tu parlais d'expertise peut-être, d'entrepreneurs éventuellement, mais dans le cas de Creative Hub, donc toujours au sein de Hub Brussels, on a une autre mission. On n'est pas en contact direct avec les créatives, avec les entrepreneureuses des secteurs culturels et créatifs. Et donc, ICC, c'est
industrie culturelle et créative. C'est un mot un peu barbare, mais qui regroupe énormément de secteurs. Certains, donc comme l'a dit Émilie, ont des équipes spécialisées qui se penchent sur leurs besoins spécifiques, parce qu'on sait que l'audiovisuel, c'est un secteur très fort à Bruxelles. Il y a un autre cluster aussi, Hospitality, qui s'occupe de l'événementiel, du tourisme culturel, des musées, etc. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'accompagnement, je dirais. Et puis, donc Creative Hub, pour revenir à ce que moi je fais, c'est aussi une plateforme, un réseau, mais pas d'entrepreneuses, mais plutôt de partenaires. Et ces partenaires, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes accompagnent des créatifs à Bruxelles. Et voilà, et donc ce sont des structures publiques, privées, des structures qui font de l'accompagnement, je l'ai dit, qui font aussi de l'hébergement, qui financent, qui fédèrent, voilà. Et donc on a des représentants et des représentantes aujourd'hui avec nous. Voilà, et donc Creative Hub, c'est un réseau, c'est une coordination en quelque sorte de ces partenaires autour de questions importantes pour le secteur. Et l'idée, c'est de les faire remonter à différents niveaux de pouvoir, de travailler ensemble sur certaines thématiques. Donc c'est un peu abstrait et un peu plus institutionnel. Ça réfléchit. Ça réfléchit, ça parle, ça échange, ça voilà. Et voilà. Et donc on a notamment travaillé sur l'internationalisation des secteurs culturels et créatifs. Yes. Et ça, c'est assez récent, non, ce travail sur l'internationalisation? Notre structure est assez récente aussi. Elle date de 2022. Ah et oui. L'année passée, on a déjà un peu en 2023 travaillé sur la question de manière plus approfondie. Et l'idée, c'était de mieux connaître les besoins de terrain dans les différents secteurs et d'identifier les freins et du coup d'identifier aussi les leviers qui permettent de surmonter certains obstacles, de trouver des solutions. Voilà. Trop bien. Toi, tu as ton cluster. Ça veut dire que vous vous réunissez, tu vois, tous les mois, 5 fois par an. Comment En fait, C'est fun. Qu'est-ce qu'on fait quand on se voit dans le... Alors, on a différents types d'actions, on a différents services qu'on propose pour nos membres. Ça va effectivement de la mise en relation du réseautage à des actions à l'international, et on en parlera plus spécifiquement après. On met en avant nos membres, on leur donne un peu de visibilité dans des événements à Bruxelles via nos outils de communication. Et ce qu'on propose aussi, c'est de l'accompagnement collectif via des partages de connaissances, des workshops, ce genre d'événements, et de l'accompagnement individuel qui est vraiment à la demande en fonction des besoins de chaque entreprise sur des questions toujours entrepreneuriales puisqu'on est chez Hub Brussels. Et en fait, c'est voilà, dans toutes ces actions, tous ces moments de rencontre vont permettre à nos entreprises membres de nous partager leurs besoins, leurs problématiques, d'échanger entre elles et de se rencontrer dans différents contextes, des plus informels aux plus institutionnels. Donc c'est très sérieux parfois, institutionnel, et parfois plus formel, moins formel, pardon, ça me fait trop bien. Et donc c'est évidemment ici une émission sur l'international. Vous avez des actions, toi donc, 2022 ou 2024, je crois que ça a commencé. Il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter c'est quoi la stratégie, c'est quoi des actions phares qu'on peut un peu partager ici? Si je reprends le flambeau une minute, dire que nous, on a travaillé à l'élaboration d'une feuille de route avec, à nouveau, essayer de dégager je vais essayer d'être très concrète, mais des priorités, des axes sur lesquels on va travailler le plus possible, davantage, je dirais. Et voilà, donc il y a à la fois cette réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur pied, et puis des choses assez concrètes. Et c'est ce qui nous réunit un peu aujourd'hui, c'est de créer peut-être des nouveaux programmes de mission à l'étranger qui rencontrent des besoins un peu nouveaux pour Hub Brussels, c'est-à-dire des missions qui mixent plusieurs publics, entrepreneureuses, c'est vraiment le cœur de métier de Hub, avec aussi les partenaires que j'ai mentionnés. Et ensemble, voilà, déjà de se rencontrer, de favoriser ce réseautage en différents secteurs, en différents types de métiers, et de faire des missions qui soient à la fois de l'export, notre corps de métier, et aussi de la veille, de la rencontre. Et l'idée, c'est de nouer des partenariats pour quand même concrètement avoir de nouveaux projets qui sont établis entre Bruxelles et notre ville. Et voilà. Et donc, on a une mission prévue au Québec dans un peu moins d'un mois. Yes. Voilà.
Ça, c'est la grande mission. Et d'ailleurs, pour cette mission-là, à mission exceptionnelle, moyen exceptionnel, on a ces caméras qui sont là. Je vais te demander de regarder une des caméras et de pitcher un peu la mission. Tu peux le faire aussi. Je sais pas, vous-même décider à vous deux qui le fait, mais qu'une de vous deux pitch la mission à la caméra en s'adressant aux entrepreneurs, pourquoi elle est intéressante, à quoi sert de participer à une mission. Et c'est pour toi. L'intérêt de participer à la mission MTL Connect avec Hub Brussels, c'est non seulement de découvrir cet événement qui est quand même un événement phare du secteur culturel, créatif et de l'innovation, entre autres innovation numérique au Québec. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres entreprises bruxelloises, d'autres entreprises belges également, et de découvrir les possibilités de soutien qui sont offertes par nos super collègues qui sont eux basés à Montréal, de découvrir l'accompagnement que Brussels peut proposer avant de faire un tel déplacement et tout au long de la mission sur place, un super programme entrepreneurial. Moi, j'ai envie de dire, j'applaudis ça. Ouais. Oui, si, la salle. Oui, mais oui. Quand c'est bien fait, il faut le dire aussi, évidemment. J'ai un peu trébuché à la fin, mais ça passe. Ah oui, mais ça, l'IA, tout ça, c'est voilà, réglé. je vous fais confiance. Et donc, quand même, pour ajouter qu'il y a aussi ce volet avec des partenaires et donc un volet plutôt voyage d'études pour rencontrer les forces qu'on connaît déjà d'ici, de Montréal, dans les secteurs industrie culturelle et créative, et aussi la volonté de nouer des partenariats nouveaux. Voilà, il y a sans doute des opportunités à saisir, pas uniquement des inspirations, mais aussi des nouvelles collaborations. Vous êtes forte. Ça, j'aime bien les gens qui commencent par on n'est pas à l'aise dans la caméra et qui après, hop là, bim bim, carton. Non, ça c'est bien ça. Comme ceux qui disaient qu'ils avaient raté l'examen et en fait qu'ils avaient réussi avec un 19 sur 20. Ok, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres actions, d'autres stratégies à l'arsenal que vous avez envie de mettre en avant? Alors au niveau du secteur audiovisuel plus spécifiquement, en fait on a la chance que l'international soit déjà au cœur du secteur et du métier. C'est une industrie, un écosystème ou des écosystèmes qui sont souvent déjà très structurés et qui ont déjà une vocation à nouer des partenariats, des coproductions avec l'étranger. C'est aussi un secteur où il y a des grands rendez-vous qui existent et où on collabore avec nos membres, quelque part pour identifier quels sont les marchés internationaux, les festivals, les événements les plus intéressants, toujours dans une optique de développement de leur valeur économique. On va par exemple aller au très célèbre marché du film du Festival de Cannes. Présent, on peut venir. Je regarde l'équipe de production, oui. On participe avec l'aide de nos collègues du département export au salon du jeu vidéo Gamescom à Cologne. On a différentes actions. Toujours à Cannes, il y a le MIPCOM, qui est un salon et une grande conférence destinée plutôt au secteur de la télévision. On participe au salon Sérimania à Lille. Okay. Et toujours avec l'idée, comme Aurore le mentionnait, toujours avec l'idée de nouer des partenariats, de nouer des collaborations, des coproductions. On va rencontrer énormément les écosystèmes présents pendant ces marchés, ces festivals, nouer des relations avec des partenaires d'autres régions, entre autres le Québec, qui est aussi un grand acteur au niveau audiovisuel. Et donc, voilà, c'est énormément d'événements dans l'année à l'étranger. C'est aussi, à certains moments, des événements que l'on va organiser ou aider à organiser à Bruxelles pour amener des délégations étrangères, des partenaires potentiels, pour favoriser les rencontres, toujours en partenariat avec des événements du secteur sur le territoire bruxellois, des grands festivals comme le BRIF, le BSFF, le BIF Market, ou pour le secteur jeux vidéo, les soirées Big Brotarou. Voilà, ce sont des moments où aussi l'international vient chez nous. Oh là là, canon, super, bon programme ça quand même. Et ce que je voulais peut-être dire aussi, c'est... donc nous, on a chacune de très petites équipes, on est au sein de très petites équipes, mais à Bruxelles, c'est
c'est quand même un beau service public souvent nos actions sont co-organisées avec l'export. Et là aussi, il y a toute une série d'accompagnements qui peuvent s'adresser à des entrepreneureuses des secteurs culturels et créatifs, qu'ils soient néo-exportatrices ou qu'ils soient déjà plus développés. Et il y a aussi des plans d'action de Hub Brussels dans les secteurs mode et design, avec le MAD, qui est un de nos membres partenaires. Voilà, donc il y a l'audiovisuel sur lequel il y a un focus, mais il ne faut pas hésiter à frapper à la porte de Hub pour voir si on peut aider d'une autre manière d'autres secteurs. Et aussi, quand ce n'est pas chez Hub, ça peut être aussi des partenaires, parce que je l'ai dit, dans nos partenaires, il y en a qui peuvent vraiment donner d'excellents conseils, des accompagnements spécifiques internationaux. Celui de ton préféré, celui que tu préfères en parler. Non, c'est dur, évidemment. Ouais. Je préfère ceux qui sont venus ce soir, évidemment, celles évidemment. Qui ont fait le déplacement. Bien joué, ça. Voilà, et dont je les cite. Oui, vas-y, évidemment. Et donc, je vois Christelle, qui dirige la Lustrerie, qui est un centre d'entreprise, et qui fait justement de l'accompagnement à la fois d'entrepreneurs culturels, mais aussi d'artistes. Et on en parlait avant le début de cette émission. Tu me corriges hein, si je ne suis pas complète ou si je me trompe. Et donc, et on en parlait. Les secteurs culturels et créatifs sont souvent presque d'emblée à l'international. Le marché belge ne suffit pas. Et s'ils veulent produire des films ou s'ils veulent faire de la monstration de leurs spectacles, de leurs œuvres, les diffuser, les produire, les coproduire, ils ont besoin de l'international. Donc voilà. Donc je citais Christelle, mais il y en a d'autres qui sont mes préférés qui sont aussi. Très bien. Évidemment. Génial. Bah, écoutez, merci beaucoup. On peut les applaudir, évidemment. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission. On est ici avec 3 entrepreneurs exceptionnels qui vont nous prouver une chose, c'est qu'on peut entreprendre à l'étranger avant qu'on soit 400 dans la boîte. On peut commencer à voir grand. On reproche souvent à la Belgique de dire oui, mais on pense que à Bruxelles, on va s'exporter en Wallonie, on va être fou, on va s'exporter en Flandre, ça va être complètement dingue. Et donc on va attendre longtemps avant de se dire, je pense, international. Et ici on a 3 entrepreneurs qui ont pensé à l'international quasi dès le début. Bienvenue évidemment sur ce plateau. Merci. J'ai pitché très mal votre projet, mais le mieux que je peux faire quand même. Et vous allez après, évidemment, corriger et prendre le relais. Michael, toi, avec Charbon Studio, tu es présent sur les meilleures séries européennes. Tu les aides. Oui, les meilleures séries. On prend les meilleures séries. Sans toi, elles ne seraient pas aussi belles. Ok. On entend un truc comme ça. Dès le début, tu as voulu penser international. Tu vas pitcher mieux que moi après. Toi, Véronique, tu as amené dans l'industrie du tournage un ERP dont vous avez tant besoin. Tu as commencé ou pas commencé avec les critères ESG pour les aider évidemment à réfléchir à l'impact carbone, et maintenant il y a une suite complète où tu les aides vraiment à gérer leur tournage de manière beaucoup plus fluide, et pour enlever ces tableaux Excel, enlever ces cahiers qui traînent et avoir un système digital. Tu me regardes vraiment, j'ai l'impression de raconter n'importe quoi, mais c'est ça ce que tu fais quand même, hein, j'ai étudié. C'est ce qu'on fait, mais tu l'as raconté à l'envers, donc c'est intéressant. C'est pas mal. Et alors toi, Gilles, tu as une expérience dans les foires internationales, tu voulais qu'il y ait une nouvelle à Bruxelles, que Bruxelles brille de mille feux là-dessus, mettre en avant la céramique et parfois regarder peut-être un peu trop facilement, de trop loin, et trouver que c'est un courant majeur et le mettre en avant et faire que Bruxelles ait son premier salon international autour de la céramique notamment. Et tu regardes maintenant à t'exporter à gauche, à droite, en France, aux États-Unis. Est-ce que j'ai quelque chose qui est juste là-dedans ? Très bon pitch. Yes. La chance. Allez. Très très bon ça. Ben, si c'était si mauvais, vas-y, pitch mieux que moi. Regarde la caméra là et dis-nous ce que tu fais. Nous, on aide à fabriquer les films après le tournage et avant qu'ils passent en salle. Et on prépare les masters qui passent dans les salles de cinéma, qui passent à la télévision, qui passent sur des galettes qu'on appelle Blu-ray et ce genre de choses. Notre métier, c'est d'amener les films à leurs spectateurs. Trop bien, déjà impressionnant. Ici, on est dans du cinéma, c'est déjà incroyable. Mais on parlera quand même de ces festivals de séries où tu es présent sur les meilleures séries qui sont un peu le cinéma maintenant. C'est pas que j'avais mal lu les choses, mais très très juste. Très juste, évidemment, que c'est juste, pardon, très très chouette, pardon, comme projet. J'ai raconté à l'envers, tu peux le raconter à l'endroit.
Alors nous, on est parti du problème pour les régisseurs de films de gérer leur budget en temps réel, c'est-à-dire de ne pas dépenser ce qu'ils n'avaient pas. Et grâce à ça, on est arrivé à avoir des données très fines, très granulaires. Et on se dit, mais en fait, on peut aussi leur donner l'empreinte carbone en temps réel. Et donc aujourd'hui, on aide la production, donc la partie pas sexy, donc entre quand le film est décidé, qu'on a déjà un début de budget et qu'on va utiliser le budget. Et puis depuis, on a agrandi. Donc aujourd'hui, on fait films, télévision, donc audiovisuel, et on couvre aussi ce qui est événements, ce qui est sportif, ce qui est... Donc voilà, donc on fait la partie non sexy d'événements et de films. Trop bien. Est-ce que tu peux, parce que tu as des noms de clients sexy, alors il y a ceux que tu peux communiquer, dans ceux que tu peux moins communiquer, mais est-ce que tu peux, dans ceux dont tu peux parler, nous dire un nom ou deux, qu'on rêve un peu ici? Je vais réfléchir à quel nom je peux partager, parce qu'il y a beaucoup de choses délicates et pour le moment, je suis sur trop de choses confidentielles. Donc, je vais passer la main et puis je vais réfléchir pour revenir. Parce que vraiment, dans ce qu'elle ne peut pas dire, elle en a des incroyables. Ça, je tiens vraiment à vous le dire. De très, très gros, qu'on a beaucoup vu ces derniers mois à la télé. Voilà, c'est tout ce que je dirais, mais il y a des très gros événements. Gilles? Pour compléter le pitch parfait, je dirais que la foire existe maintenant depuis 2 éditions et qu'on organise la 3e au mois de janvier, qu'elle a été fondée à l'initiative de Jean-Marc Dimanche et de moi-même, donc c'est un duo franco-belge à la tête du projet, et qu'on a nos équipes basées à Bruxelles, à XL, et que voilà, c'est une très très belle aventure qui est en place pour l'instant. Et puis j'entendais... l'ERP, ou en tout cas le système qui permet d'éviter de dépenser ce qu'on n'a pas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse assez bien. Il va falloir qu'on parle du développement de ce système pour les foires. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on est parti, donc on s'appelle de Green Shot, donc tout le monde croit qu'on fait du green, ils ont raison, on a mis green dans notre nom, et on s'est rendu compte que c'est un handicap parce que ça cachait ce qu'on délivre vraiment, c'est-à-dire de l'efficience financière qui est aussi environnementale. Et donc un code promo sera communiqué dans l'émission. Quand on me donne l'opportunité de parler, je crois que c'est vrai pour n'importe qui. Évidemment, tu fais très bien, c'est très très bien. Et donc j'en parlais un peu au début de l'émission. Vous avez très vite pensé international. Est-ce que vous pouvez nous raconter chacun de votre aventure, quand vous êtes dit ok, c'est pour moi aussi aller ailleurs, ou peut-être que mon business il ne marchera pas s'il n'est pas international dès le début. Et voilà, un peu de partager votre réflexion à trois qui est différente. Tous des trajets de boîtes différentes, et donc qui ose prendre la main? J'y vais parce que moi aussi j'ai fait ça à l'envers, l'export. En fait, dès le départ, je me disais j'ai inventé une manière de fabriquer les films. J'ai inventé on appelle ça un workflow dans le métier. J'ai des processus bien à moi. Ils pourraient cartonner ailleurs. Et du coup, j'avais fait le site de ma boîte en anglais, en luxembourgeois, en suisse. J'avais le .ch, .lu, .de. J'avais tout ce que je pouvais. Donc dès le départ, moi je voulais scaler, j'avais un processus et je voulais le reproduire partout ailleurs. Et du coup, dès le départ, j'ai essayé ça et ça n'a absolument pas marché. C'est un réflexe qu'on a un peu tous, quoi. Je vais tout traduire, ça va être trop bien. Peut-être que j'aurai même des cartes de visite en plusieurs langues parce qu'on ne sait jamais que l'acheteur international arrive sur mon site. Et c'est pas comme ça que ça a marché. Non. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je fais quasi rien en Flandre et très peu en Wallonie. Alors que Bruxelles, oui. Mais là, je prends un peu d'avance sur la suite de la discussion. Je vous passe la main. Alors, nous, en fait, on a démarré en international parce que le point de départ, c'est un régisseur sur des coproductions internationales. Et du coup, avant de créer Green Shot, en fait, il y a 12 coproductions qui ont testé des morceaux de ce qu'on développait. On est parti même avec une feuille Excel, ils ont testé. Je veux dire, on a testé d'abord les mécanismes avant de développer l'app. Et tu leur fais croire que c'était pas une feuille Excel ou c'était une feuille Excel? Tu leur as dit que c'était une feuille Excel? Non, ils savaient que c'était des feuilles Excel. Okay, mais c'était vraiment tester. Est-ce que les gens allaient pouvoir donner ces données? Parce qu'on peut faire de la super tech, mais si personne ne veut l'utiliser, elle sert à rien. Yes. Et donc, c'est parti au départ, déjà avec des coproductions. Et en fait, on a lancé au Festival de Cannes pendant le Covid, en 2021. On n'est pas totalement fous, c'est ça qui est bien. Parce que le film d'ouverture de Cannes, qui était un film, Léos Carax, c'est un film français, c'était Annette, était un film Green Shot. Et donc c'est international dès le début. Et quand on a créé l'entreprise, donc, qui a été créée à Bruxelles, on a été fort confronté au fait que oui, mais il faut d'abord être à Bruxelles, puis il faut être à Bruxelles plus sa banlieue, etc. Dans notre domaine, c'est juste
pas possible, honnêtement dit. Donc oui, c'était international tout de suite. Et ça a été internationalisé assez rapidement en plus. Donc voilà. Trop bien. Et toi, Gilles, tu as fait vivre l'international à Bruxelles. Oui, alors les démarches sont tout à fait différentes. Nous, c'est en fait, finalement grâce à notre compréhension et à notre expérience internationale qu'on a réussi à monter le projet à Bruxelles. Et donc nous, on a fait venir l'international à Bruxelles, et aujourd'hui, notre internationalisation, c'est d'abord à Bruxelles. C'est après, ensuite, grâce au travail qu'on fait tous les jours, grâce à nos voyages, grâce à nos rencontres, grâce à nos clients, grâce aux institutions, aux acteurs, aux collectionneurs qui viennent à Bruxelles, et grâce à notre dialogue avec eux, avec l'ensemble de ces acteurs, qu'on envisage aujourd'hui de pouvoir se redéployer à l'international pour répondre à un besoin, une envie qui correspond à notre projet, qui est de défendre une foire militante, une place de marché pour la céramique dans le monde. On a développé cette place à Bruxelles, on continue à la renforcer chaque année, on la consolide, et ensuite on ira de nouveau à l'étranger. Mais tu nous expliquais en préparant l'émission que, évidemment, c'est pas en envoyant un mail aux meilleurs collectionneurs ou galeristes de Paris qu'ils viennent en passant international. Pour toi, ça voulait aussi aller sur place, les démarcher dans les villes fortes de ton business pour les convaincre de venir à Bruxelles, quoi. Très clairement. Donc une foire, c'est un événement assez complexe, il y a beaucoup d'enjeux. C'est un événement commercial, mais c'est aussi un moment de découverte, c'est aussi un moment de monstration, de découverte des artistes, de la scène. Il y a beaucoup d'enjeux qui interviennent, tant médiatiques, économiques, que presque politiques, on va dire, hein, même si évidemment on n'est pas un événement politique. Mais bref, c'est un événement assez compliqué, et donc ça se base sur un réseau, sur une confiance, sur une expertise et sur une qualité d'organisation d'événements, évidemment. Et donc pour ça, on doit convaincre, rencontrer nos clients à l'international. On était la semaine passée à Istanbul. Je me rappelle d'un voyage il n'y a pas si longtemps avec Hub en Norvège qui nous a permis de conclure justement un accord avec la Norvège comme pays invité à l'honneur. Trop bien. Et c'est toute cette diplomatie, ces relations, ces focus qu'on met qui nous permettent justement effectivement de renforcer la crédibilité, l'attractivité, la force de notre événement. Yes, il a fallu y aller. Et toi, donc, tu nous disais que les langues différentes du site, c'est pas ça qui avait amené les clients. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir ton premier client international C'est un relais local. Nous, c'est ça qui a vraiment marché. Donc, tu parlais de séries télé en pitch en charbon. En fait, oui, on est le prestataire depuis 7 ans de Series Mania, qui est le principal festival de séries télé en Europe. Et c'est une grande fierté, une grande joie. Et ça, on l'a pas eu tout seul. On l'a pas eu parce qu'on a frappé à la porte de Series Mania, qui est aujourd'hui lillois, qui avant était parisien. Le premier contrat, on l'a eu parce que on a été le prestataire d'une société qui s'appelait Lilo et qui avait une envergure française qui était connue en France et qui a pu s'adresser à Series Mania, répondre à l'appel d'offres, dire on peut faire le job avec Charbon. Et par la suite, en fait, maintenant, Series Mania ne s'adresse plus qu'à nous. D'ailleurs, Lilo n'existe plus. Ah, la Belgique. Voilà comment on a l'air sympa, on commence doucement et dès qu'on peut, bim, on est là. Bien joué, ça. Et de manière générale, en fait, on a trouvé des ancrages locaux. Dans mon secteur, dans ma petite fenêtre de post-production, ça n'existe pas de marcher dans un pays sans avoir un certain ancrage. Et de l'ancrage, c'est montrer son visage, mais c'est aussi avoir un pédigré, c'est avoir des gens qui rassurent. Et du coup, on a développé ça. Donc, Series Mania, maintenant, c'est autonome. D'ailleurs, là, on est sous appel d'offres européen. C'est sécurisé pour un bon moment. Et on a aussi développé ça. En France, on a créé une société, une SAS qui s'appelle CHAF comme Charbon France, dont Charbon est juste un des 5 actionnaires. Et là, on a des relais locaux très puissants. En particulier, on a les valseurs qui produisent Samuel, qui a fait 50 millions de vues sur Arte. Au Luxembourg, on a créé une autre société qui s'appelle l'Imagerie Studio Luxembourg, et où c'était un studio de son. Nous, on a un studio d'image, et on se met ensemble et on fait une offre complète et très complémentaire. Donc, en 2 mots, nous, le secret, c'est l'ancrage local. Yes. Et donc, l'idée, c'est de dire comme tu es une boîte par la taille, j'allais dire petite, ce qui n'est pas du tout vrai, mais vous êtes 5. Non, on est micro. Voilà, ok, micro. Et que donc, une des façons d'exporter, c'est de trouver en effet quelqu'un qui a l'expertise, avec qui tu vas pouvoir travailler, vous êtes complémentaires et avancer comme ça. Et c'est comme ça que tu as pu décrocher ça, sans toi devoir faire tous les pays, être là tout le temps. L'expertise à vendre, l'expertise à fabriquer, c'est nous. Oui, exactement. Ça, c'est vous. Et si les Français font trop les malins, tu les remplaces comme à Series Mania, ça on a bien compris. Véronique, toi,
Tu as été voir une boîte US et tu l'as rachetée. Ouh, ça c'est un raccourci très très... Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est mis dans ton plan de développement et après, au-delà du financement, comment est-ce qu'on rachète une boîte et une boîte US? Comment ça, tu vois, concrètement, voilà, j'ai envie de rêver, de me dire qu'un jour, Startupvie ira racheter une boîte US, la tienne, celle qui est là. Comment on fait? Comment ça se passe? Tu vois, on appelle l'accueil, c'est un bureau de M&A qui t'aide, tu vois. Tu peux un peu nous guider dans ce que tu peux évidemment nous dévoiler. Oui, il n'y a pas de... D'abord, c'est beaucoup plus artisanal que ça. Donc, non, il n'y a pas de bureau M&A. 2, on n'a jamais eu l'intention de racheter une boîte. Ok. Donc ça, c'était un point de départ qui est peut-être différent, mais on n'a pas créé Greenshot en disant on va racheter des boîtes. Ça, vraiment pas. Parce qu'avant les US, on a acheté une boîte française. Donc, en juin 23, on a racheté une boîte française. En juillet 24, une américaine. Dans les 2 cas, même mécanisme, on a démarré en rencontrant un relais local ou un partenariat. Nous, je suis totalement alignée avec toi, en sens que c'est des relais locaux, dans ce cas-ci, c'est des partenariats complémentaires. D'abord pour la boîte française, et puis ce partenariat a évolué vers on va travailler ensemble, et la logique faisait que c'était Greenshot qui rachetait Uvis. Idem pour la boîte américaine. Ça a vraiment démarré, donc dans les 2 cas, des gens avec qui on a commencé à travailler presque 1 an avant de se dire, voilà, on va faire un partenariat, et finalement la forme logique du partenariat a été celui-là. Mais je m'excuse, mais quand tu dis la forme logique du partenariat, c'était de te racheter... Logique pour toi, mais nous, ça nous paraît encore... Qu'est-ce qui mène à ça? Ou à quel moment tu te dis? C'est parce qu'en fait, vous discutez, eux disent, alors, nous, on a envie de céder. Qu'est-ce qui mène à ça? C'est 2 choses. 1, la complémentarité totale. Dans le cas français, c'était quelqu'un actif dans le monde TV, on venait du monde... Enfin, quand je dis on venait du monde film, moi pas, parce que moi, je viens de la cybersécurité, donc je viens pas de ce milieu-là du tout. Boîte US, 10 ans d'existence dans la sustainability des films. Gros contrat, gros client, et par contre uniquement du service et aucune tech. Donc eux arrivaient à un moment où ils étaient plus scalables par rapport au service, tout simplement. Nous, c'est clair qu'avoir quelqu'un qui a déjà un contrat avec Apple, qui a déjà un contrat avec quelques poids lourds locaux, ça nous fait gagner 3 ans. On arrive comme étranger sur un marché, quel qu'il soit, si on n'a pas l'ancrage local, c'est 3 ans avant d'ouvrir la première porte. Oui. Donc c'est ça. Donc voilà, il y avait... Et puis, peut-être pas et puis d'ailleurs, parce que le démarrage, ça va être une bonne complémentarité humaine. Pour être honnête, en tant que Greenshot, même à notre échelle, on a eu des demandes depuis, parce que je sais pas, les gens se disent, tiens, ils rachètent des boîtes, je sais pas très bien. Oui. Pour être très honnête, dans ces demandes, le premier point pour nous, d'abord, de nouveau, c'est pas notre business racheter des boîtes. Moi, c'est vraiment une cohérence de stratégie, de déploiement. Et s'il n'y a pas le fit humain, déjà, même si la boîte est magique, s'il n'y a pas le fit humain, ça n'ira pas. On s'entend bien, nous deux, quand même, non? Totalement. Ça fait la 2e fois que je viens, vrai, Thierry. On est d'accord. Hein. Écoute, voilà. C'est pas le cadre de l'émission. Je me suis déjà pour Hub, mais j'ai un petit deck d'investissement. Enfin, je peux me le partager. Mais si je peux rajouter un petit point juste là-dessus, c'est que dans la partie US, le réseau export de Hub a été fondamental. Donc, trouver l'avocat qui nous a aidés dans l'acquisition, ce n'était pas un bureau M&A, c'est le bureau Hub San Francisco. D'accord? Donc, on s'est tourné là et j'ai déjà maintenant plusieurs fois où je me suis dit, mon premier réflexe est devenu, tiens, je suis dans cette géographie-là, je vais commencer par contacter. Donc ça, c'est vraiment... moi, je suis revenue en Belgique pour Greenshot, je travaille à l'étranger toujours sinon. J'étais épatée par ce que Hub fournit comme ensemble de services. Donc, je crois que c'est Aurore qui a souligné ce point-là, c'est vraiment un point fondamental. Ça va vraiment être sous-titré, monté, diffusé, mais pendant des années. C'est pas un bureau M&A, on a un super avocat qui nous a été renseigné par Eric Gabris à San Francisco et le fit est parfait. C'est quoi M&A? Merger and Acquisition. Ok, moi c'est Music and Effect. C'est beaucoup plus joli. Là où je te rejoins, c'est pour le Hub. Merci le Hub. Gilles, t'as encore rien dit sur Hub? Je sais pas si c'est normal. T'as pas encore. Alors, si tu avais été attentif tout à l'heure, tu aurais entendu que j'ai cité Hub avec la Norvège. Bien placé, ça. Oui, et moi, j'ai aussi dit merci à Hub pour le partenariat. Ah oui, non, pardon. Je le pense néanmoins. Gilles, toi, t'as pas encore acheté une boîte à l'étranger? Pas encore. Mais se pose la question de où aller. Enfin, après Bruxelles.
comment tu regardes ça, tu vois, comment tu analyses les pays, c'est aussi d'affinité, de rencontrer quelqu'un et tu dis, ah, ou là maintenant, tu vas à Istanbul, tu vas ailleurs, tu vas trouver des villes où tu essaies d'avoir le feeling, essayer un peu de nous conduire dans ta réflexion pour l'instant, de comment se choisit une ville pour être le prochain hôte d'une foire. Je vais te répondre, mais la première chose qu'on fait, c'est d'abord on travaille sur Bruxelles et même sur la marque Céramique Brussels. Notre événement s'appelle Céramique Brussels. Oui. On est à un point Brussels, on est basé à Bruxelles, nos fournisseurs, nos partenaires, nos principaux sponsors, nos soutiens sont au minimum avec un ancrage très très fort sur Bruxelles, voire avec un réseau international. Et c'est ça qu'on développe aujourd'hui. Et si demain on est amené à se déployer à l'étranger, c'est Céramique Brussels, ce sera peut-être Céramique New York, Céramique Paris ou d'autres destinations, mais c'est d'abord Céramique Brussels, la marque, l'événement qui va vraiment pouvoir se développer. C'est tout notre ADN, c'est la manière dont on aborde la scénographie, la manière dont on parle à nos clients, la manière dont on construit notre plan de communication, la manière dont on s'entoure, la manière dont on conçoit l'hospitalité, dont on développe un réseau, dont on accueille nos clients, c'est cet événement-là qu'on va pouvoir développer à l'étranger. Ça, c'est, je pense, un point très, très important pour nous. Et pour répondre par rapport à l'international, c'est vraiment un dialogue. On est au départ une foire commerciale, une foire d'art. Et donc, on a développé un marché à Bruxelles. Avant d'arriver et de décider que c'était Bruxelles, on a étudié l'opportunité d'aller ailleurs. Et en fait, les acteurs du marché nous ont tous dit, c'est à Bruxelles qu'il faut le faire. Donc, on l'a fait à Bruxelles. Et donc, on va organiser notre 3e édition. On attend 20 000 visiteurs. On aura une soixantaine, plus du 21 au 25 janvier 2026. OK. Et donc, on attend un grand nombre de visiteurs. On va voir maintenant, on dialogue tous les jours avec des institutions internationales, avec des musées, des collectionneurs, avec des galeries, évidemment. On attend avec elles d'identifier le bon endroit pour poursuivre ce qui a été fait à Bruxelles sur une autre place de marché, on va dire, sur une autre territoire. On l'a identifié des spots, des hotspots, mais on n'a pas encore trouvé véritablement les partenaires locaux. Je pense que c'est très important aussi. Sans partenaires locaux pour l'organisation de l'événement, pour un certain nombre d'éléments qui sont inhérents au local, on ne pourra pas faire cet événement. Mais par contre, on envisage plutôt quelque chose à l'international, c'est-à-dire sortir de l'Europe, pour justement garder aussi la spécificité de ce qu'est Céramique Brussels, qui rayonne déjà à un niveau européen. Et donc, on va peut-être pas aller se créer nous-mêmes un concurrent en Europe, mais peut-être aller du côté de l'international. Ok, trop bien. En cours. Est-ce que vous pouvez, avant qu'un exercice pratique non prévu arrive dans cette émission, est-ce que vous pouvez donner un conseil théorique à quelqu'un qui se lance et qui veut à l'international, qui voulait faire des cartes de visite en langues différentes, qui se dit merde, c'était pas ça le truc, un conseil à donner aux futurs entrepreneurs qui vont se lancer à l'international? Chacun un. Véronique, tu commences. S'il te plaît. Pardon, j'ai oublié. Moi, j'irais regarder vraiment, savoir pourquoi on va à l'international. Parce que je crois vraiment qu'il y a un mythe il faut ou il faut pas. Et puis, il faut déjà savoir quel est son produit et son positionnement pour comprendre où on va à l'international. On ne va pas partout. Comme toi, tu viens de dire, je vais à l'international hors Europe. Donc déjà, savoir comment son produit est positionné. Pas croire que le même produit se vend à l'international partout. Il y a une adaptation locale. Ça peut être une langue. Autant le site web, il n'y a plus personne qui vient sur un site web, très honnêtement. Ça ne rapporte plus rien. Mais par exemple, dans notre cas, notre produit, on croirait que l'industrie du film ou de l'événement, tout se fait en anglais. Le fait de pouvoir le traduire dans n'importe quelle langue, c'est fondamental. Okay. Donc, savoir où on va. Et le dernier point, pour moi, c'est vraiment voir puisque je suppose que c'est un entrepreneur qui part de Bruxelles, c'est vraiment voir les aides qu'il y a. Parce qu'il y a effectivement Up, il y a, dans notre cas, il y a Start, qui est là ce soir, que je veux aussi remercier. Il y a tout ce qui est Europe, toi, tu l'as mentionné. Mais pour les gens basés à Bruxelles, il y a vraiment l'Europe, c'est pas uniquement l'Europe au niveau argent, c'est aussi l'Europe au niveau réseau. L'Europe amène des événements au niveau réseau qui sont super importants. Donc voilà, c'est réseauter et comprendre pourquoi. Trop bien. T'as eu que c'est difficile, tu t'es lancé avant tout le monde. Maintenant, je me retourne vers tes collègues. Bon, moi, j'ai pas encore toute cette grande expérience à l'international. Pour nous, c'est pas une fin en soi, comme j'expliquais. Mais je dirais de connaître et d'appréhender sur site et sur place, à l'international, son terrain. En tout cas, pour nous, c'est le conseil que je donnerais à tout organisateur qui voudrait développer une initiative similaire. C'est vraiment d'être sur les terrains, de rencontrer les acteurs et d'identifier les partenaires locaux. C'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est très important pour nous de bien
voilà, de bien pouvoir s'entourer localement et de se faire accompagner également. Trop bien. Je te rejoins là-dessus. L'autre mot d'international, c'est le local dans un autre pays. Et on a beaucoup parlé d'ancrage, donc nouer des liens dans un autre pays et partir de là. Yes, l'ancrage, le réseau. Merci beaucoup. On va accueillir quelqu'un sur le plateau. C'est quoi le nom c'est quoi le nom du projet? Il y a déjà un nom ou pas? Il y a déjà un nom. C'est quoi le nom? Creadim Agency. Pardon? Creadim Agency. Creadim Agency. On va accueillir donc le CEO de Creadim Agency qui va venir ici pitcher son projet. Et on va voir là ces 3 entrepreneurs qui ont déjà fait le pas, soit d'attirer le monde à eux, soit d'être partis visiter le monde. Vous allez pouvoir un peu le conseiller pour sortir un peu du conseil pratique au conseil concret. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez lui comme premier move international? Alors, je dois pitcher déjà bonjour. Merci Bonjour. en tout cas de me recevoir dans ce magnifique studio. Alors, mon projet, c'est Creadim Agency. J'ai une spécialisation déjà dans le digital marketing et je suis en ce moment même en partenariat, on va dire, en formation avec Startup Vie pour la création de contenu. Et j'ai envie de combiner mes 2 compétences en création de contenu et en digital marketing pour fournir des services justement du digital en fait à des sociétés, qu'elles soient PME, qu'elles soient ou même des infopreneurs, consultants, coachs, mettre en avant la visibilité et également l'identité de leurs services, de leur société sur le net grâce à la création de contenu, grâce à des stratégies digitales. C'est vraiment mon projet initial. Déjà, très beau pitch, bravo. On a essayé. Et le pays de rêve dans lequel tu aimerais te lancer? Le pays de rêve? La Belgique en 1 évidemment, mais en 2, tu dois choisir un pays. Je reviens du Japon, j'ai été époustouflé par ce pays. Je sais que les personnes de Hub étaient parties au Japon avec la mission princière récemment, donc on va rester en contact peut-être pour après. Mais voilà, comme ça, à chaud, le Japon. Voilà. Donc, tu lances ton agence au Japon, il faut se premier pas, qu'est-ce que vous conseillez de faire? C'est parti la team ici. Mais quel est le point qui est vraiment différenciant Dans mes services, de ce que je propose, déjà, il y a une approche vraiment 360 où on veut non pas simplement créer du contenu pour le dropper sur les réseaux sociaux, mais on veut avoir une stratégie et un purpose, comme j'aime bien dire, derrière le contenu. Il faut qu'il ait une mission, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit du lead generation, avoir un contenu qui a un but précis, pas simplement le poster pour dire, voilà, j'ai posté aujourd'hui et je pars. Il faut qu'il y ait vraiment des éléments et que des métriques soient analysées derrière en termes de review, en termes de view, en termes de retour client, d'acquisition. Donc là, c'est déjà un élément, certes, vous allez me dire, ça ne me différencie pas de grand monde, mais on veut vraiment avoir une approche où le digital marketing, qui est déjà très utile en termes de stratégie, en termes de développement de société, se marie avec la création de contenu pour vraiment créer un tout, en fait. Ce que je peux voir souvent sur le marché belge, je parle beaucoup, hein. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. C'est très riche. Sur le marché belge, en fait, je vois des sociétés de création de contenu, je vois des sociétés de digital marketing, mais les 2 qui s'unissent clairement pour faire du web marketing, elles sont, selon moi, rares par rapport à l'analyse de l'effet du marché. Mais il ne faut pas être japonais pour faire de la création de contenu au Japon? Pas spécialement. Mais ils n'ont pas une culture très très différente? Si, tout à fait. Justement, d'un point de vue culturel, s'adapter à la culture locale et aux médias locaux sont super importants. Google, là-bas, n'a pas la même présence que ceux qu'on a ici. Et maintenant, avoir des partenariats ou une partie du business qui soit déléguée à un franco-japonais, un francophone qui parle également japonais, c'est des choses qu'on peut trouver facilement. Et quand tu parles de web, tu parles de manière très large ou tu as un scope plus spécifique? Alors moi, je vous ai dit à l'instant, infopreneur, coach, consultant, parce que c'est ceux avec lesquels j'ai travaillé pour l'instant. Des personnes qui sont la tête dans le guidon, qui ont beaucoup de temps sur l'opérationnel et qui veulent maintenant vouloir justement déléguer une partie de leur business pour plus de visibilité et d'acquisition de nouveaux clients grâce au web. Donc c'est vraiment ceux avec lesquels j'ai pu travailler. Mais maintenant, si je peux viser plus large, avec des plus gros portefeuilles, ce sera intéressant. Juste intervenir parce que là, vous posez des questions si vous allez investir dans une boîte, c'est bien, vous pouvez le faire, un ticket peut être mis, juste après, il n'y a pas de souci. Mais là, il veut lancer sa boîte au Japon, c'est l'exercice évidemment, lui va lancer à Bruxelles, mais pour le Japon, qu'est-ce que vous voudrez? Donnez-lui un conseil, toi tu pourrais le formuler en disant, je pense que ça va avoir important pour quelqu'un qui est, tu vois, de local qui t'aide là-dedans, il va donner lui un conseil comme ça pour le fun, tiens, si c'était vous, voilà. Et après vous pouvez lui vendre un conseil, comme vous voulez, mais... Moi, je vais donner un conseil. Aujourd'hui, la partie audio prend beaucoup le pas sur la partie vidéo.
Et donc, moi, le conseil serait de regarder dans quel digital marketing, de l'étendre par rapport à voir quel est le mode d'interaction favori, pays par pays, par rapport à où tu veux aller. Est-ce que ce sont des gens qui écoutent plus l'audio? Est-ce qu'ils voient le vidéo? Sur quel support est-ce qu'ils interagissent? Merci pour l'info. Moi, j'apprendrai le japonais. Je suis en train de l'apprendre. Il faut que je le maîtrise maintenant. Et pour rester dans la logique de nos discussions de tout à l'heure, c'est vrai que moi je dirais, tu évoques que tu reviens du Japon, mais retourne-y. Retourne-y, rencontre des entrepreneurs là-bas, crée ton réseau, développe un petit peu, discute avec des entreprises là-bas pour comprendre leurs besoins. Parce que parfois, on pourrait peut-être avoir une vision un peu faussée des besoins des entreprises ici, qui sont totalement différents de celles des entreprises là-bas, on l'évoquait. Donc, retourne-y et ne reste pas, reviens, mais retourne-y quand même et développe le réseau là-bas. Merci pour l'un. Trop bien. Merci beaucoup, on peut vous applaudir.